Bien, bonjour à tous. Le thème ce soir est un thème, on va dire, un petit peu parallèle à la formation. C'est un thème généraliste où on va parler des réglages qu'on va pouvoir faire sur nos boîtiers et notamment des réglages qui sont liés à l'environnement vidéo dans lequel on se trouve. Donc en fait, le but recherché, là, c'est de vraiment comprendre les réglages dont on a besoin, parce que parfois il y en a beaucoup. Parfois, ils ne nous parlent pas tellement. Et ensuite, eh bien, ça sera de savoir les ajuster, les modifier en fonction du type de plongée que l'on va réaliser. Dans cette présentation, en fait, vous verrez, il y a quelques slides qui ne sont pas complètement aboutis, hein. C'est une présentation que je viens de bâtir. Donc, il y a quelques éléments qui vont peut-être aussi venir en complément avec des plongeurs qui ont déjà de l'expérience et qui peuvent faire un retour sur tel ou tel type de matériel. Et c'est assez intéressant. En fait, je pense que ce type de présentation, c'est une présentation qui doit rester évolutive, tout simplement parce que l'évolution du matériel va très très vite, avec des nouvelles fonctionnalités, avec des nouvelles possibilités, et même, je dirais, au sein de la fédération, des interrogations sur savoir quel type de matériel on peut utiliser suivant les niveaux, parce que parfois, certains matériels apportent des fonctionnalités auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Donc c'est pour l'instant une présentation, je dirais, la première mouture de cette présentation, et j'espère que je pourrai la compléter au fur et à mesure, peut-être de cette année. Alors déjà, j'ai séparé le plan du cours en deux parties. Une partie où on va parler de tout ce qui est réglage au travers de 3 chapitres. On va parler de tout ce qui est réglage lié à l'image vidéo elle-même. Et ensuite, j'ai commencé à faire, dans une deuxième partie, des genres de fiches de réglage en fonction du type de matériel. Vous voyez, sur la droite, je vous ai représenté, je dirais aujourd'hui, ce qui semble être le matériel ou les boîtiers les plus récents et les plus performants. Et donc, on en a toute une série de la GoPro. Alors, la GoPro 11, mais on est déjà à la 13. Les DJI Action, qui sont aussi très performantes. Les Insta360, qui permettent de filmer justement en 360 degrés, d'avoir des applications très très précises là-dessus. Les Sea Life qui offrent aussi des possibilités en plongée avec un caisson, un boîtier qui est fourni avec un caisson qui est déjà étanche à 60 mètres. Donc, c'est quand même très intéressant. La gamme des TG6 et TG7, qui offrent eux aussi de bonnes possibilités. Dans le cas des smartphones, moi j'ai pris celui que j'ai dans ma possession, c'est-à-dire l'iPhone 16 Pro, que j'ai choisi d'ailleurs après avoir regardé plusieurs fiches et en considérant qu'aujourd'hui c'était celui qui me laissait le plus d'ouverture. Et enfin le Sony RX100 M7, je l'ai choisi parce que beaucoup de plongeurs m'ont indiqué que c'était vraiment le petit boîtier expert qui était, je dirais, le plus haut niveau à l'heure actuelle pour pouvoir traiter de l'image et de la vidéo sous-marine. Alors, un petit rappel, en fonction des niveaux que l'on va préparer, PV1, PV2, PV3, on ne va pas forcément regarder les mêmes réglages. En PV1, c'est simple, on va travailler principalement en automatique. Le but du PV1, c'est vraiment d'avoir des bases sur la prise de vue, c'est ce qu'on va faire sous l'eau, et ça va être ouvert au minicam, au compact, au smartphone, si on a un caisson étanche. Et ce qui veut pas dire que on peut très bien passer le PV1, même si on a un réflexe. Hein, c'est pas limitatif. Mais en général, on démarre la vidéo sous-marine, donc on va peut-être prendre un boîtier qui sera peut-être plus adapté au niveau qu'on va utiliser. Maintenant, c'est tout à fait possible. Généralement, on va rester en automatique, que ce soit sur la balance des blancs et sur l'ISO. On n'a pas besoin de regarder ça. Pareil, on va rester en autofocus. Là où on aura besoin de faire des réglages, c'est ce qu'on appelle le ratio de pixels. J'en parlerai tout à l'heure. Mais effectivement, on ne va pas rester en 4 tiers, on va passer en 16 neuvième, même si on est au PV1.
Donc, on voit qu'on a quelques réglages à faire en amont avant de mettre la tête sous l'eau. Au PV2, on pourra utiliser certaines minicams. En tout cas, la GoPro, j'ai mis une astérix. C'est à condition qu'on sache l'utiliser en mode manuel sous l'eau, ce qui n'est pas facile, hein, parce qu'il faut passer par des QR codes, mais j'en parlerai tout à l'heure. La gamme des TG6 et TG7, ça peut être considéré comme étant suffisamment au niveau pour le PV2 si effectivement on connaît très très bien les différents réglages qui sont disponibles à l'intérieur, même si c'est une gamme de boîtiers qui sont semi-automatiques, c'est pas 100% manuel, il y a toujours une part d'automatisme qui est pris par le boîtier, on peut malgré tout forcer certains réglages pour obtenir les résultats qui nous intéressent. Les smartphones, à condition effectivement de pouvoir rentrer dans certains réglages, et puis bien sûr les compacts experts, c'est quelque chose qui sera très très bien adapté, je dirais, au PV2. On a besoin au PV2 d'être avec un éclairage déporté, hein, ce qui n'est pas le cas du PV1, parce que le PV1, on est en lumière naturelle, mais en PV2, on a besoin d'avoir un éclairage, au moins un, de manière à pouvoir éclairer les scènes. Les réglages qu'on va faire en PV2, c'est principalement autour de la balance des blancs. Euh, euh, donc savoir comment évaluer, comment régler, faire des tests pour se définir une balance des blancs. Quel sera l'intérêt d'une balance des blancs? C'est des choses qu'on va voir effectivement un peu plus en détail. On va voir aussi l'intérêt de savoir régler le type de focus qu'on va faire sur une image. Et puis aussi, eh bien, au niveau du ratio de pixels, c'est-à-dire le format de notre vidéo, on oscillera entre Full HD ou 4K en fonction de ce qu'on a envie de faire ou éventuellement de l'expérience que l'on a déjà. Au PV3, là, on rentre dans un niveau expert. Donc un niveau expert sur le plan de la vidéo, ça va engendrer de connaître beaucoup plus de techniques sur le plan de la vidéo. Les smartphones, j'ai mis un astérix parce que c'est pour l'instant point d'interrogation. Les smartphones deviennent très puissants, donc pourquoi pas, mais il va falloir prouver qu'on puisse effectivement l'utiliser au PV3. Ça va être d'ailleurs un de mes sujets cette année, parce que je pense qu'on a dedans, dans les smartphones à l'heure actuelle, déjà des capacités très très fortes. Les compacts experts, parce que les compacts experts, eux, de base, sont 100% manuels, et c'est ce que l'on veut, hein, être 100% manuel. Alors bien sûr, les hybrides et les réflexes sont les boîtiers adaptés. Généralement, on va travailler en 4K et on va travailler en profondeur ça s'appelle en profondeur de pixels, en 10 bits. J'essaierai de vous expliquer ça un peu plus loin aussi, de manière à avoir des fichiers qui nous permettent d'avoir une grande latitude de correction chromatique. Parce que l'étalonnage, hein, les deux points principaux, je dirais, du PV3 sont la macro en vidéo et l'étalonnage des vidéos. Donc l'étalonnage des vidéos, ça tombe bien. Dans DaVinci, on a les outils qui nous intéressent pour travailler sur cet étalonnage, à condition effectivement d'avoir les éléments nécessaires. Sur la planche précédente, tu parles pas du TG6 ou TG7 qui est sur le PV3, qui est Ah fait non, en macro. non, non, tout simplement parce qu'il n'est pas 100% manuel. Donc, D'accord. le PV3, tu ne pourras le passer que dans un stage national. Et les cadres des stages nationaux sont formels. Le TG6, le TG7 n'est pas 100% manuel. Donc, il ne s'adresse pas au PV3. Même, D'accord. même s'il a des très bonnes capacités macro. Rien ne t'empêche, je dirais, si, parce que bien souvent, pour faire de la macro, il va falloir ajouter une lentille. Sur une GoPro, on peut rajouter une lentille macro. Hein. Sur beaucoup de boîtiers, on peut rajouter une lentille. Quand on aura un hybride ou un réflexe, bien souvent, on va rajouter soit un objectif spécial, soit une lentille. Et c'est vrai que le TG6, TG7, il n'y a pas besoin de lentille pour faire d'excellentes macros. Rien, rien ne te dit, rien ne t'empêche d'avoir deux boîtiers. Si tu as un TG6 pour les macros et que tu as un boîtier 100% manuel pour tout le reste de ce que tu dois faire, à mon avis, ça peut se défendre. Mais il faudra défendre au niveau des cadres de la Fédé. Un autre problème, je dirais, ou une autre question qui se pose,
c'est effectivement de bien savoir appréhender tout ce qui est technique et de bien comprendre d'où ça vient. Parce que même si l'application va être assez simple, au début, on a des termes qui font qu'on s'y perd un petit peu. Je dirais que, grosso modo, sur l'ensemble des normes vidéo, il y en a plusieurs, on va dire qu'il y a deux normes principales qui sont le PAL et le NTSC. En fait, c'est basé sur les fréquences de l'électricité. Ça vient, je dirais, de l'époque où la télévision était analogique. Lorsque la télévision était analogique, c'était compliqué de pouvoir voir des images vidéo en plus en couleur. Hein, la couleur est arrivée assez tard. Et en fait, l'idée qui a germé, alors je vous dirai pas de qui, ça vous pouvez le retrouver facilement sur Internet, mais je n'ai pas tous ces détails en tête, c'était en fait de se baser sur la fréquence électrique et d'utiliser cette fréquence électrique pour envoyer des demi-trames. Une image, une demi-image, ça pèse moins lourd qu'une image entière. Donc si on envoie une demi-trame d'image, puis une autre demi-trame d'image, si on envoie une toutes les... en fait, deux demi-trames toutes les 50, 1/50e de seconde, on va avoir un système qui va nous permettre de reconstituer l'image pour la voir en entier à l'écran. L'œil, lui, il n'a pas le temps de voir en fait ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a effectivement une trame, puis une autre trame, avec des lignes qui sont une ligne sur deux. Ça fait que les deux images vont s'entrelacer. Bon. Et là-dessus, eh bien, le monde, grosso modo, est divisé en deux choix de normes électriques, qui est l'électricité à 60 Hz et l'électricité à 50 Hz. Le monde anglo-saxon, grosso modo, est à 60 Hz, en tout cas les États-Unis et le Canada, je vous le montrerai tout à l'heure, alors qu'une grosse partie du reste du monde est en 50 Hz. Le Japon aussi était en 60 Hz. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, d'abord, c'est quelque chose qui est, je dirais, sur le plan informatique, sans doute moins important, mais qui reste important. Parce que si je filme dans une zone où il y a un éclairage artificiel, des lampes, des néons, leur fréquence d'affichage est donnée par l'électricité. Et à ce moment-là, je risque d'avoir des problèmes de scintillement entre ma prise de vue et l'éclairage, et d'avoir des variations de cet éclairage. Donc pour éviter ça, il faut effectivement que j'ai une fréquence d'image qui soit adaptée à l'environnement dans lequel je travaille. Alors vous me direz, sous l'eau, c'est de la lumière en continu, on va pas être embêté. De toute façon, on peut pas brancher son appareil sur une prise électrique, donc on n'en a rien à foutre. Ben oui et non. En fait, il y a un moment, il faut quand même se donner un cadre. Quand on connaît le cadre, après, on peut en déroger, on peut faire ce qu'on veut. Mais déjà, se donner un cadre est très important. Ensuite, on va voir des ratios d'image. Le ratio d'image, c'est le rapport entre la hauteur et la largeur de l'image. Et il y en a plein. Il y a ceux de la télévision, hein, l'ancienne télévision, le tube cathodique. Il y a le ratio des photos. Voilà, donc j'en ai listé toute une partie. Et en fait, en vidéo, on va travailler dans un format horizontal. Et le format horizontal que l'on va choisir, nous, c'est le 16 neuvième parce que c'est le plus utilisé dans notre environnement. Mais on a, même au cinéma, on a des formats en 2 par 1. C'est-à-dire que la hauteur, la largeur est 2 fois plus importante que la hauteur. Et ça, on voit ça au cinéma. Vous voyez, suivant les environnements de travail. Alors, par exemple, si on travaille sur des réseaux sociaux, eh bien souvent, c'est le format 1/1 qui va être utilisé. Donc, ça va dépendre effectivement de l'environnement dans lequel on diffuse nos films. Mais de base, on va partir, nous, pour le 16 neuvième. Après, il y a la résolution. Alors, je voudrais en profiter pour soulever un point. On parle de résolution, on parle de définition. Moi-même, en cherchant un petit peu, je m'aperçois que soit sur des petites vidéos explicatives ou même des textes explicatifs, il y a souvent de la confusion entre résolution et définition. Alors, je ne sais pas si c'est une grosse importance. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est pas la même chose. Et juste, je fais un petit saut sur mes notes pour pas dire de bêtises. Alors, la définition,
c'est la qualité de votre image. C'est lié à votre image. Quand j'ai une vidéo qui est en 1280 par 720, si je regarde les pixels, j'ai 1280 pixels de large et 720 pixels de haut. Et en Full HD, donc j'ai indiqué toutes les dimensions, 1920 par 1080. Donc vous voyez, il y a HD, il y a Full HD. Il y en avait d'autres avant. Hein. Quand avant on filmait avec des bandes magnétiques, il y avait le SD, il y avait différents autres formats, mais je ne les ai pas mis parce qu'ils ne nous intéressent pas à l'heure actuelle. Mais on va trouver aussi de l'Ultra HD qui correspond au 4K. Mais parfois on peut trouver un autre 4K qui est le 1096 par 2160. Donc il faut faire attention en tout cas. L'Ultra HD 4K, en fait, c'est 4 fois la HD, le Full HD. Donc comme ça, c'est pas compliqué au niveau des dimensions, ça rentre à peu près dedans, c'est pas trop problème. Et puis comme il y a le 8K qui se présente, hein, bientôt, dans quelques années, on filmera avec nos petits boîtiers du commerce en 8K, il n'y a pas de problème, ça viendra, et ben on a déjà ici la résolution. Alors je vous ai mis deux liens avec les sources une partie de ces informations qui permettraient éventuellement à certains d'aller fouiller un peu plus loin et d'avoir des informations plus précises sur les origines, les auteurs et ainsi de suite sur ces différents formats. Là aussi, c'est une diapo informative. Tout ce qui est à 60 Hz, c'est NTSC. Alors vous voyez que sur le globe, il y a les États-Unis, le Canada, un petit peu sur l'Amérique du Sud à l'ouest, mais tout ce qui est orange et bleu, c'est du 50 Hz. Vous voyez que c'est quand même la majorité du monde. Alors, à Bali, en Indonésie, nous avons normalement une électricité à 50 Hz, donc ça sera bien de régler vos boîtiers sur 50. Alors, suivant des boîtiers, il y a marqué PAL, où il y a marqué 50 P ou 25 P. Tout ça, c'est à peu près pareil. Ça veut dire qu'on est réglé avec la même fréquence d'image. Le 24 images par seconde, c'est quelque chose que, à mon avis, vous devez oublier. C'est lié au cinéma. Ça n'a rien à voir avec notre environnement. Le cinéma, c'est en fait une ouverture et une fermeture mécanique. Et le cinéma, la norme du cinéma, a été définie sur 24 images par seconde. Même si maintenant on est entièrement en informatique, en tout cas le cinéma reste en 24 images par seconde, quelle que soit l'origine, dans le monde entier. Donc quand vous voyez des timelines en 24 images par seconde, pour nous c'est quelque part une hérésie. Ça doit être soit du 25, si notre boîtier est en 25, soit du 30, si notre boîtier est en 30. C'est important, d'ailleurs j'en parlerai un petit peu plus loin. Après, on a un problème, vous avez dû voir ça, d'espace colorimétrique. Ceux qui utilisent un peu Photoshop, à chaque fois nous balancent un message, on ne sait pas trop quoi faire, qui nous dit soit de supprimer l'espace colorimétrique de l'image, soit de le garder, soit d'appliquer celui de l'environnement de travail. On est un peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce que ça a une très grosse importance? À notre niveau, pas forcément. Quand ça va rentrer dans de l'étalonnage un peu plus, dans les environnements professionnels, c'est effectivement très important. Et il y a donc différents espaces. Alors, pour expliquer ce qu'est un espace, imaginons l'ensemble des couleurs visibles qui vont après l'ultraviolet jusqu'au début de l'infrarouge. On a des millions, des milliards de couleurs. Nous, notre œil est capable de voir tout ce spectre, peut-être pas tout en même temps, mais comme notre œil s'adapte, eh bien, il a la capacité de voir à peu près toutes ces couleurs. Ce qui n'est pas le cas de notre environnement informatique. Ce qui n'est pas le cas non plus de l'environnement qui imprime les livres, hein, même les livres d'art. Donc en fait, il a fallu définir des espaces colorimétriques en relation avec ce que notre environnement de travail permettait de faire. Celui qui était pris dans l'environnement informatique, c'est l'espace qui s'appelle SRVB. Voilà.
que ça soit un smartphone, que ça soit une télévision, que ça soit un ordinateur, que ça soit une tablette, que ça soit un vidéoprojecteur, que ça soit une imprimante, tout ça, c'est calé sur cet espace SRVB. Donc je dirais que, sauf si on est dans un milieu professionnel, pour nous, c'est vraiment l'espace dans lequel on doit se mettre. Donc si sur votre boîtier, à un moment, il vous propose SRVB ou Adobe RVB ou Pro Tools, eh bien sachez que, en ce qui concerne, pour faire de la vidéo, vous allez prendre l'espace SRVB, c'est celui qui vous intéresse. Maintenant, les personnes qui vont faire de la vidéo pour la télévision vont devoir prendre un autre profil, qui est le profil REC 709, qui est un autre profil qui a été défini par rapport justement à l'environnement de la télévision, qui n'est pas le même que celui qui a été défini pour l'environnement du cinéma. Voilà. Un autre qui est souvent vu, qui est même visible dans nos boîtiers, c'est le Adobe RVB. Lui, on en a besoin, c'est pour l'environnement graphique, c'est pour tout ce qui est imprimé. Donc à partir du moment où, même si nos images peuvent être imprimées, si elles sont en SRVB, on va généralement en tirer une partie suffisante. Après, c'est effectivement, lorsqu'on va tomber sur des livres d'art ou autres, on aura besoin d'un espace plus grand. Donc je vous ai mis ici une petite source en dessous, un lien, pour pouvoir voir ces différentes informations. Vous avez des questions par rapport à ça? Moi, c'était par rapport au slide d'avant, par rapport à la 4K. Il y a, si tu veux, quand tu fais du tournage avec des boîtes de prod, etc., aujourd'hui, on demande la 4K, mais on demande la vraie 4K, de la 4096. Quand ton boîtier te dit il fait la 4K, il fait la 3840, c'est pas accepté aujourd'hui. Ça, je comprends bien. On est dans un environnement, moi, je considère qu'on n'est pas dans un environnement professionnel, on est dans un environnement d'amateurs, hein, des gens qui font plaisir en plongée. Si maintenant tu fais de la plongée et que tu as besoin de tourner des plans par rapport à l'environnement professionnel, il y a effectivement des spécifications qui sont liées à l'environnement professionnel qu'il faudra prendre en compte. Et donc, si ton boîtier n'est pas capable de faire ce qu'on appelle le vrai 4K, eh ben, il va falloir te tourner vers un boîtier qui sache faire du vrai 4K. Et c'est là où je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, les constructeurs te vendent un boîtier en disant ils font de la 4K, mais ils font juste de l'Ultra HD, ils font pas vraiment de la 4K, quoi. Ça s'appelle Ultra HD 4K. Voilà. C'est comme entre les ça. deux. C'est entre les Voilà. deux. C'est entre les deux. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une norme qui a été définie sur le plan informatique pour qu'il y ait un rapport de 1 à 2 entre la Full HD, l'Ultra HD et l'Ultra HD 8K. Là aussi, quand la 8K va arriver, va se généraliser, on va se poser la question. Mais ce qui me permet, je te remercie de poser cette question parce que je voulais rajouter un élément. On va filmer en fonction de comment on va présenter notre vidéo. Parce que si je filme en 4K et en 8K, alors que nos périphériques de visualisation sont en Full HD, ça n'a pas tellement d'intérêt. Si tu vas avoir un intérêt, c'est pour recroper dedans sur la stabilité, par exemple. Ah, ça c'est autre chose. Déjà, la stabilité, on va la travailler au PV1. Pour le ralenti aussi, pour les ralentis. Les ralentis, ça va être la vitesse, la fréquence d'image. Ça ne Non, sera oui. pas la dimension. La Maintenant, 4K, après, non, mais je dis pas le contraire. C'est vrai que si tu filmes en 4K, avec du matériel qui n'a pas de film en 4K, et que tu restitues en Full HD, tu peux imaginer de te balader à l'intérieur de ta vidéo 4K. Pourquoi pas? Avoir un plan sur un coin, après tirer un plan sur un autre, ça je dis pas. Mais là, je vais rester sur des réglages simples, Basique. basiques. On est au PV2, on n'est pas au PV3. Hein. Et donc au PV2, eh bien, on va travailler en HD ou en 4K en fonction de son matériel. Une personne qui n'a pas un ordinateur puissant va pas travailler en 4K parce qu'elle sera tout le temps à genoux avec son ordinateur et faire du montage, ça sera juste une horreur parce que ça sera très lent. Donc on va aussi adapter sa définition d'image par rapport à son environnement de travail. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais mettre en avant. Avoir un boîtier qui filme en 8K, c'est génial. Mais si tu as une télé en Full HD, bah, oui. Moi, ce que je voudrais rajouter simplement, c'est que si on filme en 4K ou en 8K, il faut avoir des cartes SD d'enregistrement sur les boîtiers très rapides et de grosse capacité. Et en 3 plongées, on va remplir les disques durs externes de notre ordinateur. Faut Voilà. faire attention. Va falloir faire attention à ça aussi.
Si on part que 3 semaines à Bali avec un disque de 1 Tera et on filme en 4K, eh bien, on fait la moitié du séjour. Alors ça, c'est un point qu'on avait développé La dernière, la dernière dans la fois. partie matérielle, hein, avec les différentes valeurs des cartes mémoire, parce qu'il y a la capacité, mais il y a aussi la vitesse d'enregistrement. Et si j'ai pas une carte mémoire qui est capable d'enregistrer assez vite, ben, je ne pourrais pas enregistrer le fichier de manière correcte.